Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Et je voudrais, avant de donner la parole à Pierre et à notre invité, de présenter notre invité, dire un petit mot sur un de nos collaborateurs du journal des économistes qui nous a quittés. C'est Georges Hollande, qui est mort il y a quelques jours. Je voulais, à cette occasion, lui rendre un hommage. Il était maître de conférence à l'Université de Paris-Dauphine. Et Georges nous avait éclairé de son savoir important, surtout sur les questions, d'ailleurs, de sécurité sociale. Alors, mon invité, notre invité, Pierre. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, notre invité est Héloïse Benhamou. Bonjour Héloïse. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci de m'avoir invité. Et puis, c'est même pas la première fois que vous venez dans Politique et Économie. Vous étiez notre invité pour ce monument qu'est la kleptocratie française, paru aux éditions du Jardin des Livres. Et je dirais que, eu égard à la question que nous allons traiter aujourd'hui, à savoir les fameuses retraites qui sont dans l'actualité, eh bien, vous avez été prophète. Vous avez été prophète puisque votre livre est sorti en 2016 et que vous consacrez les deux dernières parties, et principalement la dernière et la quatrième, à l'expiation collective de la dette au profit de la finance, de la dette de la sécurité sociale. Et l'objet de notre réflexion aujourd'hui, en votre compagnie, c'est pas de parler de l'ensemble de la réforme des retraites, ce serait un sujet, Pierre, qui nous tiendrait en plusieurs heures. Il s'agit de comprendre le problème des financements. Parce que c'est votre compétence, vous êtes comptable, vous avez enquêté pour la kleptocratie sur ces questions, et donc nous allons essayer de comprendre s'il y a déficit, s'il n'y a pas déficit. Nous allons essayer de savoir s'il y a des régimes qui sont excédentaires, et s'il y en a d'autres qui sont déficitaires, bref. Je laisserai à Pierre le soin de poser la première question. Héloïse Benhamou, bonjour. Donc, Olivier vient de le dire, la réforme des retraites bat son plein, mais au-delà de l'aspect du déficit, pour vous, Héloïse Benhamou, en matière sociale, toutes ces dernières années, la politique, ça n'a été qu'une énorme arnaque, la politique sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette arnaque a commencé et en fait, comment elle s'organise ? Oui, ce que j'ai essayé de traiter dans le livre Kleptocratie française, c'est avant tout un problème qui n'est jamais abordé, c'est-à-dire la financiarisation du système de sécurité sociale en France. C'est un sujet qui est presque tabou, totalement ignoré, personne n'en parle véritablement. On voit que là, il y a beaucoup de débats qui ont lieu sur la réforme des retraites, mais alors absolument jamais on parle des marchés, de la bourse, des intérêts, des banques qui gèrent la dette de la sécurité sociale, etc. Alors, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Surtout au moment où vous avez écrit le livre. Cependant, dans l'actualité, il y a un petit événement minuscule en soi. La Légion d'honneur attribuée à M. Tirelli, qui est le patron de BlackRock France. Et là, on sent bien que la finance pointe le bout de son nez. Oui. Mais vous avez été encore une fois prophète. Alors, ce que j'ai expliqué, en tout cas dans l'enquête que j'ai menée pour écrire Kleptocratie française, c'est que à partir de 1996 déjà, la caisse d'amortissement de la dette sociale qui a été mise en place par Alain Juppé, la CADES, a fait rentrer les marchés dans la finance internationale sur le marché de la sécurité sociale française. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de grandes grèves qui ont eu lieu en 1995 lorsqu'Alain Juppé a voulu mettre en place des réformes, notamment pour supprimer les régimes spéciaux. Donc c'est une réforme qui est dans les tiroirs depuis plus de 20 ans. Et suite aux grèves qui ont eu lieu déjà à l'époque, qui ont mobilisé je crois que c'était 2 millions de personnes déjà à l'époque, Alain Juppé a reculé, mais comme il fallait quand même, parce qu'on est face à des contraintes budgétaires, puisqu'il y a des régimes qui sont déficitaires, pour trouver de l'argent facilement, il s'est tourné vers les marchés internationaux de capitaux. C'est ainsi que finalement, la finance internationale a mis un petit peu la main sur la sécurité sociale. En 1996, suite à cela, la caisse d'amortissement de la dette sociale a été créée. Et son fonctionnement est très simple. Il permet pour la sécurité sociale d'aller sur les marchés financiers pour se financer. En échange de quoi, l'État doit créer de nouvelles cotisations sociales ou alors enlever des anciennes, augmenter d'anciennes charges sociales. Autrement dit, donc, on a recours
aux financements internationaux Oui. et on augmente la contrepartie finalement. C'est l'augmentation des cotisations pour les cochons de payants. Voilà. Hein. Voilà. Bon. Donc les cotisations sociales alimentent la finance internationale. Voilà. C'est quand même invraisemblable cette histoire. Vous disiez, Héloïse Benhamou, que cette réforme, elle est dans les tiroirs depuis plus de 20 ans. Quel est l'état d'esprit qui anime en fait cette réforme? Alors, il y a différents... En France, il y a plus de 40 régimes différents de sécurité sociale. Donc c'est difficile de parler juste de la sécurité sociale. L'éventail de difficultés rencontrées par les différents régimes est très différent. Lorsque j'étais venue déjà sur le plateau, on avait parlé du RSI, qui a rencontré de gros problèmes, surtout pour les assujettis, mais qui finalement était quand même excédentaire. Et les excédents du RSI, qui sont de 17 milliards d'euros, représentent une manne importante sur laquelle l'État voudrait mettre la main pour combler les régimes qui sont déficitaires, notamment le régime de base des salariés, ou les régimes des fonctionnaires, que ce soit ou la SNCF, les policiers, la police nationale, etc. Oui, mais il y a deux problèmes. D'abord, ces 17 milliards appartiennent aux cotisants, Oui. les artisans Oui. et les commerçants. A priori, oui. Bon, d'une part. Et d'autre part, le RSI n'existe plus théoriquement. Alors, Il a été basculé dans les URSSAF. Alors déjà, pour faire le point sur le RSI, l'argent du RSI a souvent servi à combler les dettes du régime général, puisque le régime était excédentaire. Et souvent, ils se sont servis dans les caisses du RSI pour combler les déficits du régime de base des salariés. Alors, troisième point scandaleux, si je puis dire, c'est que les bénéficiaires, entre guillemets, du RSI, les artisans, on en connaît Il y en a beaucoup, plusieurs millions en France. Ouais. Ils s'étonnent de la faiblesse des services qui leur sont rendus au titre de leur cotisation. La non-proportionnalité entre les cotisations et la couverture qu'ils obtiennent. C'est pour ça qu'il est excédentaire, peut-être. Ah, d'accord, voilà l'origine de l'excédent. Non, en tout cas, c'est vrai que c'est certain que le RSI prend plus de la moitié des revenus d'un artisan, enfin d'un indépendant. Donc, ce sont des personnes qui travaillent des fois 6 à 7 jours sur 7, qui ne se mettent jamais en arrêt maladie, qui ne prennent pas de vacances. Donc, on parle d'égalité entre les différents régimes de retraite, mais il y a d'autres régimes de retraite dans lesquels ce n'est pas le cas. À la charge de travail, par rapport à la charge de travail, les cotisations ne sont pas équivalentes. Donc, il y a différents régimes de sécurité sociale. Et on a vu que les avocats, qui ont aussi un régime de sécurité sociale qui est excédentaire, ont manifesté justement contre cette réforme, parce qu'ils ne veulent pas que tous les régimes fusionnent les uns avec les autres, et qu'on mette la main sur les excédents de certains régimes pour combler les régimes qui ne fonctionnent pas. Les médecins, les avocats, les notaires, les professions aussi, libérales, les experts comptables, qui est votre profession. Oui. Donc, ceux-là ont un régime excédentaire. Et Voilà. l'État lorgne dessus. Tout à fait. Mais ce n'est pas la première fois qu'il lorgne sur les excédents. Il l'a déjà fait. Bon, vous l'avez dit pour le RSI, mais il l'a fait aussi en 1996. Il s'est emparé d'une partie des excédents qui existaient au titre de la CRDS. Alors la CRDS, elle a été créée justement non parce que le régime général était déficitaire Oui. et qu'il fallait trouver de l'argent rapidement. D'accord. Donc comme c'est difficile quand même de lever les charges sociales, on a vu que lorsque c'est arrivé l'année dernière, il y a eu des grandes manifestations qui se sont entamées en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc pour trouver de l'argent, beaucoup d'argent rapidement, il s'est tourné vers les marchés internationaux de capitaux. Mais en contrepartie, oui, il faut créer de nouvelles charges sociales. Les règles de la comptabilité les plus élémentaires, il faut un équivalent emploi-ressources. Oui, et puis il faut bien payer les intérêts de la dette aux gentilles personnes qui prennent de l'argent. Et justement, ces charges sociales, vous le disiez, elles ont presque doublé en ces 30 dernières années. Oui, ça a été considérable, la manière dont on a inventé de nouvelles charges sociales ou de nouvelles taxes. Et puis ça a été un emballement. De toute façon, c'est la contrepartie de l'emprunt du financement par la dette qui fait un effet boule de neige. Et puis il faut pouvoir lever des impôts, des taxes ou des charges sociales pour financer ces emprunts. Est-ce que, selon vous, Héloïse Benhamou, cette réforme des retraites que le gouvernement essaye de faire passer, elle est nécessaire ? Le Conseil d'orientation des retraites a estimé qu'elle ne l'était pas forcément. Alors il faudra certainement abandonner certains régimes de sécurité sociale. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, on ne peut pas considérer la sécurité sociale comme une seule entité qui fonctionne de manière harmonieuse.
Et c'est ça le problème finalement, c'est que compte tenu de toutes les disparités qu'il y a entre les régimes, même s'il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres comme ceux des fonctionnaires qui ne fonctionnent pas, puisque les cotisations par rapport aux prestations sont de 50%. Donc pour combler la différence, l'État doit apporter des subventions et on prend également de l'argent dans le régime général pour pouvoir payer tout ce système. Est-ce que Donc on ne peut pas parler de solidarité ou d'égalité, c'est pas ce système-là qui fait qu'il y a de l'égalité entre les travailleurs en France, c'est pas vrai. Est-ce que cette complexité, elle est française ou est-ce qu'on la retrouve dans tous les autres pays des sociétés occidentales ? Et là, je pense que la sécurité sociale française n'a pas d'équivalent dans le monde. Et d'ailleurs, personne ne veut la copier. Voilà, c'est ça. C'est le meilleur système du monde, sauf que personne ne veut l'imiter. Oui, ça c'est connu. On n'arrête pas de nous dire que c'est un système qui est formidable parce qu'il repose sur la solidarité entre les générations. Oui. C'est un système par répartition qu'on prend à ceux qui travaillent pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Ah ben non, dans le cas de la CSG, on ne prend pas à ceux qui travaillent pour donner à ceux qui... Elle frappe tous les revenus. Voilà. Donc ça, oui, mais la CSG il y a de l'égalité. Particulièrement accentuée sur les retraités quand même. Les retraités qui ont été trahis par Emmanuel Macron finalement parce qu'ils ont massivement voté pour son élection et puis après ils ont vu leurs revenus amputés suite à l'augmentation de la CSG. Oui, oui mais la liste des gens trahis par M. Macron elle est très 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 longue. Il faut suivre les cortèges dans la rue. Peut-être également sur le déficit des retraites. Jacques Sapir estime qu'il est très largement artificiel, ce déficit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme je dis, on ne peut pas considérer la sécurité sociale comme ça. Je dis oui, il y a des régimes qui sont excédentaires, mais on ne vit pas encore une économie communiste où l'argent des uns appartient à tout le monde. Donc il y a des excédents, oui, certainement qu'il y a des systèmes qui fonctionnent bien, mais il y en a qui ne fonctionnent pas. Oui, donc c'est ça qu'il faut essayer de corriger. Il pense à une péréquation en quelque sorte. Je ne sonde pas les esprits, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent, je veux dire. Mais... le problème, c'est que si Jacques Sapir dit que le déficit n'est pas un problème, malgré tout, il faut considérer le fait que, pour l'instant, il faut le financer sur les marchés internationaux. Et ça, c'est une réalité. Oui. Vous dites même à un moment que la sécurité sociale est le premier système de placement au monde, compte tenu du volume considérable. L'un des premiers organismes de placement financier. Les montants de la sécurité sociale en France sont colossaux. Même le régime général, qui concerne principalement les salariés du privé, collecte 500 milliards d'euros chaque année. C'est ça, c'est plus que le budget de l'État. C'est plus que le budget d'État, c'est à peu près un quart de la dette publique. Et ça, c'est vraiment totalement contraire à l'esprit de service public, le fait qu'on aille placer de l'argent comme ça sur les marchés financiers. Alors déjà au niveau, on va dire comptable, au niveau de la gestion, c'est vrai que normalement l'État n'est pas autorisé à faire des emprunts pour financer des dépenses qui ne seraient pas des dépenses d'investissement. Donc c'est évidemment, la sécurité sociale, ce n'est pas une dépense d'investissement. Oui, c'est une dépense de fonctionnement. Oui, voilà. Puis il n'y a pas de retour sur investissement à attendre sur de la sécurité sociale. Il y a un retour sur investissement humain, mais enfin... Oui, et encore... Du point de vue du droit, en fait, comment ça se fait que l'État prend le droit de placer de l'argent comme ça sur les marchés ? Ça a été décidé en 1996. C'est une décision de M. Juppé. Voilà, et puis je pense qu'après, le rapport de force s'est inversé aussi entre la finance internationale qui a de plus en plus pris le contrôle sur les finances publiques et finalement a inversé le rapport de force entre l'État et les citoyens, se servant de l'État ou des représentants de l'État. Oui. Pour retourner contre eux le monopole de la contrainte légitime de l'État. Retourner contre eux le monopole qu'avait l'État pour la sécurité sociale. Autrement dit, nous avons tous les inconvénients. Pour beaucoup d'autres choses aussi, parce que ça concerne d'autres... Donc nous avons tous les inconvénients d'un système bureaucratique et contraignant et tous les inconvénients d'un système financier offshore. Voilà. Ce qui est quand même un exploit. Oui, non, tout à fait. Et c'est difficile de faire aussi comprendre ça aux gens qui ont souvent une vision dichotomique de l'économie, avec d'un côté, soit on est capitaliste, soit on est socialiste. C'est un système qui fonctionne, qui profite aussi bien, par exemple, aux fonctionnaires, qui s'accrochent. Ce sont ceux qui sont c'est pas les financiers qui sont dans la rue pour défendre ce système-là. Ce sont souvent des fonctionnaires qui ont bloqué, par exemple, avec les grèves, le métro à Paris ou les trains dans toute la France. Et en même temps, ça profite avant tout à la finance internationale. D'accord. Eh bien, nous allons faire une pause après ces considérations et nous n'avons pas fini d'explorer ce sujet qui est très riche, si on peut dire.
Alors, chers téléspectateurs, avec Héloïse Benamou et Pierre Bergerot, nous essayons d'explorer l'aspect financier de la réforme des retraites. Et Héloïse, vous étiez, en fin de première partie, sur le chiffre de la dette publique. Or, c'est important de revenir là-dessus parce que nous savons qu'elle vient de dépasser le PIB. Ça y est. Bon. Nous avons donc plus de 100% de dépenses au titre de la dette. Et vous disiez qu'un quart de la dette publique venait de la sécurité sociale. Mais il me semble que c'est plus, n'est-ce pas ? Non, je disais que juste pour le régime général, pour le seul régime général, les prélèvements obligatoires représentent presque un quart de la dette publique. Mais seulement pour le régime général, et je ne prends pas en compte les autres régimes que sont, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le RSI ou la MSA. La MSA, la Mutualité sociale agricole, oui, qui a plus d'employés que d'agriculteurs. Bon, bref, nous arrivons à 35% du PIB consacré à la couverture sociale. On peut comprendre aussi qu'on nous dise que c'est le meilleur système de couverture sociale, que personne ne copie, certes, mais qui attire beaucoup de monde quand même. Ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il est très performant, parce que là, avec la réforme des retraites, on parle beaucoup du point, du fait que le point pourrait évoluer, faire baisser les pensions de retraite. Mais là, déjà, ce que j'observe, moi, à mon niveau, c'est que les pensions de retraite sont déjà en train de baisser. On l'a dit tout à l'heure par rapport à l'augmentation de la CSG qui fait baisser les retraites. Mais c'est le cas aussi par rapport aux pensions et aussi aux pensions qui sont versées directement par les organismes. Ah oui, parce qu'elles ne sont pas revalorisées, elles ne sont pas indexées sur l'inflation. Non, pas forcément. Je peux vous donner l'exemple. Hier, je parlais avec un de mes clients qui vient de prendre sa retraite et qui me disait que la caisse complémentaire lui verse 90 € par mois. C'est assez modeste, en effet. On voit des indépendants qui partent à la retraite avec 400, 500 € de pension de retraite. Oui. Et la réforme... Donc, pour revenir sur la réforme, je pense qu'on nous parle d'un plafond de 1 000 € par mois minimum de pension, d'un âge pivot, etc. Je pense que c'est vraiment très superficiel par rapport à ce qui se passe dans le fond. Et cette réforme-là, comme on l'a dit, elle a été décidée depuis longtemps. Il faut savoir aussi que derrière ce système de sécurité sociale, ce qui le fait fonctionner, c'est des systèmes informatiques. Parce qu'il faut pouvoir préparer aussi les fusions entre les différents régimes. Moi, j'avais déjà écrit un papier sur le RSI en expliquant que ce qui avait été le fiasco du RSI, c'était son système informatique. Ah oui. Qui avait écrasé les fichiers des cotisants, qui faisait des erreurs dans les appels de cotisation, qui continuait de faire les prélèvements automatiques, etc. Le gouvernement était au courant, mais ils n'ont rien fait pour le changer. Parce qu'ils avaient fusionné les bases de données des anciennes caisses avec le système informatique du régime général qui s'appelle SNV2 et qui n'était pas du tout adapté parce que ce n'était pas le même langage de programmation. Donc pour pouvoir aussi faire cette réforme-là dont on parle aujourd'hui, il faut savoir que, je crois que c'était 2012 ou 2013, Capgemini et Atos ont remporté un marché pour justement organiser les systèmes informatiques en vue d'une fusion. Donc on était en 2012-2013. Et tout ça ne se décide pas comme ça, une réforme, on passe à un régime universel en l'espace d'une année suite à une élection qui a eu lieu en 2017. 2017, oui. Tout cela qui avait été initié quelques années plus tôt, environ 10 années avant, avec la RGPP, la réforme générale des politiques publiques, qui était la philosophie de rentabiliser les dépenses de l'État avec une informatisation de masse et qui a, avec plusieurs logiciels, d'ailleurs on en avait parlé avec Lionel Bider, comment les soldats allaient recevoir leur solde. Enfin, il y a eu plein de bugs, etc. dans cette organisation-là. Oui. Ça, c'est vraiment un sujet, excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que l'informatisation, c'est un sujet vraiment capital pour comprendre que tout ceci repose sur des moyens techniques qui ne se décident pas comme ça du jour au lendemain. On dit allez, on passe sur un régime universel et puis tout se passe très correctement. Le RSI a été vraiment un fiasco. Un fiasco, oui. La paye des soldats a été un fiasco aussi. Mais alors, à vous entendre, je pense, parce que j'avais beaucoup travaillé sur les économies socialistes et soviétiques, notamment il y a quelques années déjà, eh bien, je me souviens que la planification, par exemple, ne marchait pas. La planification, le plan impératif ne marchait pas, et tous les espoirs des dirigeants soviétiques étaient dans l'informatisation. Et ça n'a pas mieux marché.
Ça n'a pas mieux marché. Quand il y a une bureaucratie, l'informatique ne remédie pas à la bureaucratie. C'est ça le problème. Et je pense que le projet qu'il y a à terme derrière cette réforme, parce qu'on aura un autre président aussi après Macron qui continuera aussi dans cette... Un autre que Macron, alors? Peut-être qu'il sera encore là sur le prochain. Aucun des présidents n'a été réélu. Depuis Sarkozy. Depuis Sarkozy, oui. Depuis Chirac. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le sens de la dynamique du système, on va dire, va vers une concentration et qui ira même jusqu'à une concentration entre le système de sécurité sociale et le système des impôts aussi, qui fusionnera, très certainement. Les deux systèmes vont fusionner en quelque sorte. À terme, oui. L'impôt général et l'impôt social. Voilà. Ça sera le même impôt. Oui. De toute façon, la CSG n'est plus une cotisation d'assurance sociale, c'est un impôt social. La CSG a un statut très particulier qui est bâtard. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une partie qui est affectée, une partie de la CSG qui est affectée au service des impôts et une partie qui va à la sécurité sociale. Ce qui est Et elle frappe tous les revenus. Voilà, absolument. Elle frappe fort même. Elle frappe fort. Oui. Alors, Héloïse, vous avez sur votre Facebook, vous avez aussi réservé un sort à un certain nombre de personnages qui nous affirment qu'il n'y a pas de déficit. C'est notamment M. Sterdignac. Parlez-nous un peu de M. Sterdignac qui s'est exprimé aussi sur Mediapart, autant que je me souvienne, oui. Et qui nous dit que le régime général serait excédentaire. Oui. Comment se fait-il qu'il peut affirmer cela? Moi, je trouve qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça, parce qu'on me faisait beaucoup remonter l'information en mettant en doute ce que j'expliquais par rapport à ça. Parce que, donc, il explique que la sécurité sociale est excédentaire, mais alors on ne parle jamais justement de la CADES. Enfin, s'il dit que si la CADES n'était pas là, on aurait les revenus de la CADES. Enfin, on est dans un espèce de micmac où, encore une fois, l'argent des uns appartient à tous. Ouais. Et puis, il faut bien considérer que s'il y a ces ressources dont il parle de la CRDS ou de la CSG, c'est parce que derrière, il y a une dette. Mais voilà, c'est ça. Il y a une dette qui est colossale, parce que depuis 1996, la CADES a emprunté 260 milliards d'euros. Exactement, et qu'il leur reste encore 100 milliards à emprunter. Donc, avec 100 milliards de dettes, je ne pense pas qu'on peut dire que le régime général est et 100 milliards d'ailleurs qui devront disparaître d'ici 2024, date à laquelle doit normalement disparaître la CADES. C'est ce qui est prévu, oui. Il est prévu, 2024. Il est prévu que la CADES s'éteigne en 2024 avec l'apurement total de la dette sociale. Donc 100 milliards à faire disparaître, là... Voilà. Mais ça tombe bien, parce que la réforme de Macron doit rentrer en vigueur en 2025. Voilà. On fusionnera tout, les régimes. Alors, en 2025, nous referons une émission. Voilà. Et je prends le pari, chers téléspectateurs, vous pouvez parier avec nous, qu'il n'y aura pas extinction de la CADES. Ça m'étonnerait beaucoup. Vous savez, c'est ce jeu de mots du 19e siècle, l'extinction du paupérisme après 20 heures. Bon, l'extinction de la CADES après 2024. Bon, restons optimistes. Il y a un certain Gilles Raveau aussi qui, lui, exerce une forme indirecte, universitaire aussi, que vous évoquez dans vos articles, qui s'intéresse, lui, d'assez près au régime dont on a parlé tout à l'heure, les régimes complémentaires qui sont, dit-il, excédentaires. Est-ce que les régimes complémentaires sont excédentaires? Est-ce qu'ils le sont tous? Alors, le régime dont il parle, c'est le régime des salariés du privé. Voilà. Donc, ils sont effectivement excédentaires. Donc, 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros. Bon, pas de quoi non plus payer des retraites sur des décennies, mais c'est vrai qu'il y a quand même un excédent parce que ce sont des régimes qui fonctionnent bien. Ce sont des régimes qui fonctionnent par points. Et pourquoi ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien parce qu'elles sont peut-être moins soumises, peut-être mieux gérées, mieux contrôlées. C'est sûr que par rapport au régime général dont on parlait avec la CADES, il n'y a absolument aucun contrôle dessus. Aucun contrôle sur les placements financiers qui sont faits par la CADES. Alors que ce sont des banques internationales qui gèrent cette dette de la sécurité sociale, souvent dans des places offshore, et ça échappe au contrôle de l'État. Il n'y a pas de contrôle parlementaire non plus? Non, ils décident de ce qui peut être émis comme emprunt.
Mais il Mais n'y a pas après, de contrôle sur la ex post. gestion, sur les titres qui sont émis, etc., non. Ah oui, d'accord. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs, c'est que la CADES émet ses emprunts sur des taux qui sont le Libor et le Ribor. Oui. Donc j'en ai parlé, ça aussi, dans Oui, vous en parlez Kleptocratie française. J'ai expliqué que ce sont des taux qui ont été manipulés par les marchés, ça a été prouvé, il y a eu des enquêtes, non pas en Absolument. France, mais surtout dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Angleterre. Ces banques-là ont été condamnées, et pourtant, ça n'a pas posé de problème à la société, à la justice française. Voilà. Et alors, Donc les est-ce qu'il y a contrôles des- restent quand même Non, mais très, ça, très c'est tout à limités, fait et extraordinaire. ça ne C'est- dissuade pas à la fraude, en tout cas, apparemment. Non seulement l'État là, s'affranchit de toute obligation vis-à-vis de ses mandants, c'est-à-dire les citoyens français, puisque les banques peuvent faire ce qu'elles veulent avec l'argent de la sécurité sociale, pour résumer. Mais le Parlement, qui vote maintenant le budget de la sécurité sociale, autrefois il ne le votait pas. Hein. C'est Philippe Seguin, je crois, qui a voulu que le Parlement vote le budget de la sécurité sociale, mais c'est tout ce qu'il fait. Et il ne contrôle absolument pas, alors que ça devrait être son métier. Et puis, donc oui, en effet, chaque année, il y a le vote de la loi de financement de la sécurité sociale, mais moi j'ai rencontré, suite à mon enquête, des élus, soit des sénateurs ou d'autres, mais qui ignoraient complètement le fonctionnement de la CADES ou presque son existence. Oui. Non, mais c'est pas... ça donne à rire, mais Non, mais finalement, c'est très tragique grave, parce hein. que, vous savez, le parlementarisme, je l'ai déjà dit à cette antenne 100 fois, est né d'une phrase très très simple. Nul impôt sans consentement. Où est le consentement des élus? Où est le contrôle des élus sur les placements? Nulle part. Mais messieurs, faites votre travail, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, faites votre travail. Au lieu d'aller faire danser vos électeurs au village, contrôlez le budget, c'est votre fonction. Contrôlez le budget de la sécurité sociale, contrôlez les emprunts que fait la sécurité sociale. Donc, Je ne suis pas sûr d'être entendu. Hein. J'ai essayé aussi avant vous, mais on va. Mais donc effectivement, il y a des régimes qui sont excédentaires, qui sont très bien gérés. Oui. On a vu que les avocats, comme on le disait tout à l'heure, avaient manifesté contre cette réforme parce qu'ils ne veulent pas que les excédents de leur régime soient, comme on dit, absorbés dans le puits sans fond du régime général notamment. Ou Siphonnés. d'autres. Oui, siphonnés. Et disparaissent, hein, et clairement. Donc il y a des régimes qui sont quand même très bien gérés. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des placements financiers que c'est forcément quelque chose de négatif, mais je pense que là, c'est surtout le fait qu'il n'y ait absolument aucun contrôle. En cas de fraude ou de manipulation des taux, il n'y a aucune poursuite qui soit entamée, surtout par les juridictions pénales. Et que les personnes qui sont à la manœuvre, finalement, même si elles se font un peu attraper, elles sont après recasées dans un autre fonds, C'est ce que vous ou même racontez un dans organisme votre de livre. contrôle parfois. Voilà, vous Mais- dites très bien dans votre livre. Oui, voilà. Comment se fait-il au fond qu'il y ait des régimes qui soient contrôlés et tout se passe bien, et il y en a d'autres où il n'y a pas du tout de contrôle et là c'est un échec total. En fait, comment vous expliquez cette disparité entre les régimes? Est-ce que c'est voulu par l'État ou est-ce que ça... Non, c'est Non, c'est la l'impuissance, gestion de la caisse, je pense, qui fait la Mais je pense que différence. dans le cas des excédents des régimes du privé, il y a quand même une comptabilité. Il y a quand même des commissaires aux comptes qui rendent compte à leurs mandants. Mais même ça, c'est pas vraiment une garantie, parce que comme Oui. je l'explique par rapport au RSI, Oui, c'est vrai. qui est quand même excédentaire, mais il faut dire que la comptabilité du RSI avait fait l'objet de refus de certifiés de la part des commissaires aux Exact. comptes. Vous Qui l'aviez sont- dit, qui- exact. Qui ont considéré que la comptabilité n'était pas, Voilà. n'était pas bonne. Les comptes du RSI n'étaient ni sincères ni véritables, Voilà. selon l'expression chère Et aux puis commissaires aux comptes. finalement, bon, c'est vrai que le RSI a été en excédent, mais il savait très bien depuis le début qu'il y avait des problèmes, donc, comme je disais, qui étaient liés au système informatique. Oui. Ils n'ont pas cherché à les résoudre. Au lieu de ça, ils ont fait passer une décision politique en disant que si les comptes n'étaient pas certifiés pour le RSI, les responsables, c'est-à-dire l'agent comptable, les membres du conseil d'administration, ne seraient pas poursuivis. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a impunité dans le secteur public, alors que le moindre chef d'entreprise qui fait une erreur sera l'objet de toutes les attentions, sinon les foudres de l'État. Oui, c'est assez connu. Nous allons, sur ces considérations, faire une nouvelle pause. Alors,
Alors, chère Héloïse Benhamou, la question qui vient, naturellement, c'est est-ce qu'on peut enfin sortir de ce système dont vous dites à un moment qu'il est quasiment criminel? Oui. Et est-ce que la sortie qu'ébauche Emmanuel Macron et son gouvernement, est-ce que la sortie dessinée par d'autres économistes, par d'autres penseurs, est de nature à vous satisfaire? Y a-t-il d'autres voies de recherche? Ce système, oui, évidemment, est criminel, puisque en bout de chaîne, derrière toutes ces augmentations de cotisations sociales et puis cette charge de travail qu'on impose à certains, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes droits que d'autres. Il y a par exemple des indépendants qui se suicident, des agriculteurs qui se suicident, des agriculteurs qui vivent avec 300, 400 euros par mois. Donc oui, c'est un système qui est en train de créer beaucoup de pauvreté, de détresse sociale. Ça, c'est un fait qui est évident. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un autour de nous qui est indépendant ou agriculteur et qui souffre de ce système-là, c'est évident. Et des réformes, il y en a à faire, mais il faudra dans ce cas-là remettre en cause le monopole de la sécurité sociale tel qu'il est actuellement, parce qu'il conduit vraiment à des abus, à des situations, comme je l'ai expliqué, et comme je reviens sur beaucoup de points dans le livre, qui est illégal, qui permet à certains d'avoir une impunité pour finalement mettre en place un système d'extorsion, alors que les personnes qui payent pour ce système-là, en bout de chaîne, n'ont pas le minimum vital pour vivre, arriver à la retraite. Donc oui, c'est un système qui est criminel. On peut s'intéresser à ce qui se passe dans les pays voisins, ou en tout cas, il faudra revoir ce monopole-là de la sécurité sociale, sans être forcément dans un idéal capitaliste, etc. Mais si les banques aussi étaient plus contrôlées, ça faciliterait certainement beaucoup de choses. On pourrait aussi permettre que les banques et la finance internationale financent de manière moins opaque et puis avec plus de suivi, plus de responsabilité des acteurs, qui permettrait qu'il y ait moins cette gabegie qu'il y a actuellement. Et puis on peut envisager peut-être un système de sécurité sociale qui soit sur différents paliers, avec un taux beaucoup moins élevé que celui qu'il y a actuellement, et puis la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'adhérer volontairement à certaines caisses, et ceux qui ne le souhaitent pas d'épargner autrement ou d'orienter leurs revenus comme ils le veulent. Oui. Parce que là, on nous dit qu'on est dans un système capitaliste, mais ce n'est pas du tout le cas. On est dans un système qui est extrêmement socialisé à tous les niveaux. Et même les grands groupes bancaires ou les grandes industries dont on dit qu'elles contrôlent le pays, ce qui n'est pas faux actuellement, elles le font grâce à la caution de l'État. L'État qui les laisse faire, l'État qui leur accorde des privilèges, l'État qui les autorise à ne pas payer des impôts. Et qui leur donne la Légion d'honneur. Et qui les récompense en plus pour tout ça, oui. Monsieur... Donc on ne peut pas considérer vraiment que ce soit du capitalisme, et je pense qu'il y aura aussi... il y a une offre politique peut-être aussi qui est à prendre en France, que personne n'ose prendre, qui est celle du choix de la liberté peut-être pour les travailleurs de pouvoir cotiser autrement, ou en tout cas de se séparer de ce système actuel qui conduit vraiment à une paupérisation de masse. Vous n'ignorez pas que vos propos n'ont pas bonne presse. Oh, mais j'en conviens. Mais d'un autre côté, il y a en effet une injustice considérable. Il y a une injustice, et puis surtout, il y a des contraintes budgétaires. Parce que c'est bien d'avoir de bons sentiments, mais il y a une contrainte budgétaire qui est là. On ne peut pas attendre que le système s'effondre comme un château de cartes, et puis que des millions de personnes se retrouvent sans sécurité sociale, sans pension. Parce que c'est le cas actuellement. Il y a des personnes, il faut le savoir, qui demandent à prendre leur retraite, qui attendent 2 ans avant de toucher leur retraite. Donc il y a une vraie contrainte budgétaire. C'est pour ça que je n'ai pas attaqué les économistes dont on parlait tout à l'heure juste pour les attaquer. C'était juste pour remettre en cause ces arguments qui sont certes pleins de bons sentiments, mais qui évitent toutes les contraintes budgétaires auxquelles on doit faire face. Oui. Il ne s'agit pas non plus trop de dire que... Bon, certes, il y a un problème de personnalité autour d'Emmanuel Macron, mais au-delà de ça, il y a la dynamique du système qui continue d'évoluer, quel que soit le président qu'on a ou qu'on aura après. Et je pense que ça, c'est une vraie menace, une grande menace même pour la France et pour son système de sécurité sociale. Il faut pouvoir le repenser en amont plutôt que d'attendre que ça s'écroule. Parce que, comme on a beaucoup parlé de la finance internationale tout à l'heure, il faut comprendre que si la finance internationale s'est autant investie dans le financement de la sécurité sociale, c'est aussi qu'en contrepartie, la sécurité sociale est très, très dépendante des marchés financiers. Voilà. Il suffirait qu'il y ait une prochaine crise financière importante comme on a pu avoir en 2008 pour que ça se ressente sur les finances publiques et sur le financement de la sécurité sociale. Alors, il faudra encore lever les cotisations sociales, et ça sera à hauteur, comme les montants sont colossaux, ça sera des milliards d'euros. Mais justement, ce financement par les marchés internationaux, actuellement, il est porté par des taux d'intérêt nuls.
ou faible. Négatif, oui. Ou négatif. Faible, oui. Hein. Est-ce que, là aussi, la remontée des taux d'intérêt contre lesquels les banques centrales luttent massivement par le quantitative easing, est-ce que cette remontée des taux d'intérêt ne pourrait pas faire exploser aussi le système de sécurité sociale? Bien sûr. J'ai expliqué tout à l'heure que dans le cadre de la caisse d'amortissement, elle faisait ses emprunts sur les taux Libor et Euribor. Oui. Ces taux ont été manipulés par ce qu'on appelle le cartel bancaire, finalement. Oui. Pierre Jovanovic en a beaucoup parlé. Voilà, il a fait un gros travail sur ces sujets-là qui est très intéressant pour les personnes qui voudraient se pencher dessus. Donc il faut savoir que dans le cas du taux Libor, il est décidé à Londres. C'est Londres, voilà, absolument. Il est décidé à Londres. Et le Brexit va y changer quelque chose? C'est pas le Brexit qui va y changer quelque chose directement, mais comme les banques décidaient entre elles du taux d'intérêt, l'autorité de contrôle britannique a décidé en 2016, au même moment que la votation pour le Brexit, donc je vois aussi un lien de cause à effet entre l'un et l'autre, mais en tout cas que le gendarme anglais ne garantirait plus les taux d'intérêt Libor. D'accord. Ce qui est un séisme pour le monde financier parce qu'il y a 370 trillions de dollars qui sont indexés dessus. Sur le Libor. Sur le Libor. D'accord. Et que ce n'est pas la Banque Centrale Européenne qui influe sur le taux Libor, c'est le taux Libor qui influe sur les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Ah oui, d'accord. Et actuellement, c'est à Londres qu'étaient décidés ces taux d'intérêt négatifs entre les banques, sauf pour les États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans des considérations trop compliquées, mais c'est évident que comme le gendarme anglais ne va plus garantir ces taux, de nouveaux taux vont apparaître qui seront bien sûr plus élevés. Donc il y a un risque de remontée des taux. Voilà. Il y a un risque de remontée des taux et aussi il n'y aura pas de garantie pour les contrats entre les différences de valorisation entre les différents contrats. D'accord. Donc de toute façon, qu'on reste dans des taux négatifs ou qu'on s'expose à une remontée des taux, de toute façon, ce système va exploser tôt ou tard. Oui, prochainement, plutôt tôt que tard, puisque c'est prévu pour 2021. Cette disparition des taux Libor. Actuellement, il y a des organismes financiers qui sont en train de mettre en place des taux qu'ils appellent des taux alternatifs. Oui. Aux États-Unis, la Barclays avait lancé un taux l'année dernière, mais les marchés n'avaient pas adhéré. Donc pour l'instant, on y va vraiment à tâtons sur les marchés, mais ça va être un bouleversement, ça c'est certain. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Héloïse Benhamou, sur les grands axes qu'il faudrait donner à une réforme des retraites, vous disiez donc moins de centralisation, plus de contrôle, moins de financiarisation, mais qu'en est-il évidemment de cette multiplicité des régimes ? La multiplicité des régimes en soi n'est pas vraiment un problème parce que ça permet de répondre aussi aux spécificités en fonction des professions. C'est vrai qu'il y a des professions qui ont besoin d'un régime plus adapté. Les contraintes entre un pompier et un instituteur n'est pas forcément la même. Un maçon ou un agriculteur. Un marin-pêcheur, etc. Voilà. Donc en soi, c'est pas tellement... Pour moi, au contraire, je trouve pas vraiment que ce soit un problème, au contraire. Mais oui, effectivement, il faut qu'il y ait... Donc là, on est en train d'aller vers plus de centralisation. Il faudrait au contraire rester sur des régimes indépendants, mais il faut que les régimes soient bien gérés. S'il y a des régimes qui sont mal gérés, il faut voir au cas par cas pourquoi, et puis apporter des réformes selon les régimes. Par exemple, le cas de... Je ne vais pas faire une fixation sur les régimes, mais c'est pour montrer qu'un régime peut être à la fois excédentaire et mal fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il faut voir au cas par cas pourquoi le régime fonctionne mal. Pour le RSI, c'était son système d'information notamment. Ils auraient pu le résoudre en interne. Si ça avait été une entreprise totalement privée, même si c'était une entreprise privée, mais c'était contrôlé par l'État qui s'en servait pour ses besoins ici et là. Donc si l'entreprise avait été totalement privée, soit il aurait fallu résoudre ce problème-là, et rapidement, parce que sinon les adhérents seraient partis, ou alors une autre caisse se serait créée à côté pour mieux assurer. Est-ce que, par exemple, le rétablissement du système des corporations serait une manière de revenune sur ces problèmes-là, de représentation de chaque métier et de leur régime? Peut-être. En tout cas, il y a une vraie volonté de la part de l'État de ne pas permettre de changement vis-à-vis de la sécurité sociale. Je pense que, par exemple, quelqu'un comme Claude Reichmann, qui a œuvré pour la liberté de s'assurer autre part que dans le système français, est assez révélateur, même si c'est une logique un petit peu radicale, en tout cas, celle qui est proposée. Mais en tout cas, c'est très révélateur parce qu'il a été voté des lois pour interdire aux gens de quitter la sécurité sociale, et ceux qui incitaient même à quitter la sécurité sociale se verraient poursuivis de peines d'emprisonnement et d'amende. Donc c'est quand même très lourd. Mais c'est vrai que je pense que si quelqu'un avait une offre politique dans ce sens-là,
peut-être moins radicale, parce qu'il y a évidemment une volonté entre les Français d'être solidaires les uns avec les autres. Ça, c'est évident que la France est un pays socialiste, de ce point de vue-là. Hein. Mais on peut être solidaire sans être socialiste. Hein. Évidemment, évidemment. Mais en tout cas, il pourrait y avoir un système de base avec des cotisations un petit peu moins élevées et puis une possibilité de plus de liberté, en tout cas, pour ceux qui travaillent. Oui, mais on va vous rétorquer que c'est donc ceux qui gagnent plus qui en profiteront le plus. Mais je pense qu'il faut aussi encourager les gens à gagner leur vie. Parce que sinon, ce sont ces gens-là qui développent des entreprises, qui permettent de créer des emplois, qui payent des impôts. C'est une logique économique. On peut pas non plus. Faites-nous de la bonne économie, nous vous ferons une bonne couverture sociale. Voilà. C'est ça, finalement. Mais quand même, la France est très attachée à ce qu'elle croit être un système hérité de 1945 et du Conseil national de la résistance. En réalité, ce système s'est considérablement modifié depuis. Vous avez évoqué 96, mais il s'était modifié aussi dans les années 70. Donc il faut bien dire aussi à nos compatriotes que le projet d'origine ne se retrouve plus aujourd'hui. Je pense que si les gens du Conseil national de la résistance savaient que c'est Lehman Brothers, JP Morgan et, par exemple. et Goldman Sachs qui gèrent l'argent de la sécurité sociale française, ils feraient 3 tours dans leur tombe. Voilà, ils se retourneraient dans leur tombe, les malheureux. Hein. Bon, mais oui. De toute façon, il faut s'adapter aussi à l'époque dans laquelle on est. Et puis même au-delà de la sécurité sociale, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à la monnaie, par rapport au fait des monnaies qui sont décentralisées, qui permettent d'échanger directement entre les individus. Donc, ce qui me semble aussi être une révolution importante, et il faut aussi tenir compte de son époque et faire face aux difficultés qu'elle présente, mais bon, c'est pas non plus un état catastrophique. On n'est pas non plus dans une faillite soudaine où tout va s'effondrer comme un château de cartes, mais c'est vrai qu'il faut quand même en tenir compte maintenant et apporter les réformes qui sont nécessaires, mais cette réforme-là n'est pas la bonne. Mais d'ailleurs, sur cette réforme, et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus, j'écoutais encore Jacques Sapir qui disait que justement, d'ici 20 à 30 ans, le ratio cotisant-pensionné allait revenir à l'équilibre. Et pourquoi ? Parce que justement, on allait revenir de 1 à 1,5 et que du coup, en fait, il pensait qu'à terme, cette réforme n'était pas pertinente puisque avec l'évolution démographique, ça allait revenir à l'équilibre. Je vais vous donner la même réponse que tout à l'heure parce qu'en tout cas, pour moi, on ne peut pas parler d'un régime comme ça de sécurité sociale avec des ratios de cet ordre-là, ça n'a pas de sens pour moi. Donc je sais pas... Puis je n'ai pas vu l'information. Ce qu'on peut dire, c'est que la population continue de vieillir, mais les gains d'espérance de vie sont de plus en plus minces, en moyenne, nous sommes bien d'accord, statistiques. Donc, peut-être que la pression des anciens, des seniors, sera moins forte dans l'idée de Jacques Sapir dans 20 ans. Mais moi, je pense que... Et puis, je crois aussi que par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, c'est très difficile de faire des pronostics actuellement parce qu'on est dans un contexte macroéconomique qui est très défavorable. Et comme on le disait, peut-être qu'en 2025, la CADES n'existera plus. Moi, je n'y crois pas. Mais bon, là, c'est personnel. C'est-à-dire que, à moins d'un miracle, ce qui peut aussi arriver, mais je veux dire, quand on a remboursé 155 milliards en plus de 20 ans et qu'on veut rembourser 100 milliards en moins de 5 ans... paraît difficile. Et puis, il faut voir aussi que nous aurions plus d'activité, plus de croissance, il y aurait moins de chômeurs. Il faut libérer les travailleurs de ces charges le problème, c'est qu'un chômeur, c'est en effet le régime qui cotise pour lui. Il ne cotise pas. Donc ça aggrave le déficit. Mais si nous avions moins de chômeurs, nous aurions moins de déficits sociaux aussi, ça c'est clair. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais enfin, pour l'instant, le taux de chômage n'a pas baissé de façon significative non plus. Donc voilà aussi, faites-nous de la bonne économie, je vous ferai une bonne couverture sociale. C'est ça aussi la question. Et puis il y a aussi les gains de productivité. Actuellement, nous n'avons pas beaucoup de gains de productivité. Enfin, ça dépend des secteurs, évidemment, toujours. Mais donc, si les gains de productivité augmentaient, nous pourrions aussi mieux financer les régimes de couverture sociale, vous voyez. Donc, et puis les projections à très long terme sont très difficiles, puisque il y en a qui s'appuyaient sur l'idée qu'en 1995, un rapport
de l'ONU qui disait qu'il fallait faire venir de très nombreux immigrés pour payer les retraites. Et le problème, c'est que d'une part, ces immigrés... Oui, 50 millions en Europe. Il faut 50 millions en Europe, ça c'est l'idée de M. Delevoye. Mais bon, d'une part, ces immigrés continuent à envoyer de l'argent à leurs anciens. Ils financent en partie les retraites dans les pays, oui. Et on le voit, ça, dans la balance des paiements, dans la rubrique transferts unilatéraux. Et ces transferts unilatéraux représentent une forme de solidarité qu'exercent les immigrés au bénéfice de leurs parents restés au pays. Ça peut se comprendre, je veux dire, c'est pas en soi condamnable. Donc, on voit mal comment ils pourraient aussi financer les retraites des seniors. De ceux qui... Voilà. Il y a un vrai problème là, et même un homme comme Lebras, M. Lebras, qui est polytechnicien, démographe, responsable de l'Institut national des études démographiques, a dit que l'immigration comme solution au paiement des retraites n'est pas faisable, c'est pas réalisable, que c'est une fausse bonne idée. Pourtant, on ne peut pas le soupçonner de ne pas être favorable à l'immigration. Donc, voilà, là, je crois que c'est surtout une question de projection à trop long terme. On est dans l'incertitude absolue. Oui, et puis il faut pas faire abstraction des problèmes qu'il y a actuellement. Je pense qu'il faudrait les mettre vraiment sur la table. Oui. Et puis les résoudre. Hein. C'est possible de résoudre un problème de système informatique, c'est possible de gouverner, c'est prévoir, c'est possible d'anticiper quand même entre les recettes et les dépenses. Et nous avons sur la table, non pas des problèmes, mais des solutions évoquées par Héloïse Benamou, Kleptocratie française, dont je disais tout à l'heure qu'au moins pour les 2 dernières parties, vous avez été prophète, puisque vous vous annoncez évidemment ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui. Enfin, ce qui se manifeste aujourd'hui, en réalité. Et le fait que la sécurité sociale est financée par Goldman Sachs ou autre... Oui, et puis ça serait très dangereux de ne pas vouloir voir ces problèmes-là, parce que je pense que j'avais déjà expliqué à l'époque qu'il y aurait des grandes manifestations sociales en France, parce que à cause de ces problèmes de redistribution des richesses, on a vu aussi dans le mouvement des Gilets jaunes au début qu'il y avait beaucoup de retraités qui participaient. C'était ce qui était d'ailleurs assez inédit, même pour les médias, de voir qu'il y avait beaucoup de retraités qui étaient dans les manifestations des Gilets jaunes et que ce mouvement-là a duré 1 an. Donc si on continue dans cette voie-là et que les déficits se creusent et qu'il y a de moins en moins de ressources, et de plus en plus de dépendance vis-à-vis des marchés financiers, à terme, ça sera très dangereux pour la paix sociale. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très dépendantes du système de sécurité sociale à beaucoup de niveaux. Et si elles se retrouvent sans revenus, ça sera une menace pour la paix sociale. Certainement. Merci Héloïse Benamou. Merci à vous. Merci pour vos éclairages. Eh bien, merci Pierre. Merci Olivier. Nous disons à nos téléspectateurs à très bientôt.